Bonsoir à tous et bienvenue pour le Gnoso Show. C'est la première fois que le Gnoso Show arrive sur la Terre et c'est la première fois que vous êtes devant le Gnoso Show. C'est donc un moment inoubliable pour chacun d'entre nous ce soir. Nous allons aborder un panel de sujets divers, par exemple, car j'aime lire ma liste. Je préfère lire ma liste. Je vais dire, on va parler de beaucoup de choses ce soir comme la paléoanthropologie, les études de genre, les sciences cognitives, la psychologie de comptoir. Et attention, tous ces sujets sont connectés. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas, mais il existe un auteur qui est quand même un peu vieux, quoi, qui parle de tous ces sujets et qui démontre qu'ils sont connectés. Il s'agit de Donatien Alphonse François Marquis de Sade. Merci beaucoup. Bravo, Sade. Alors, la manière dont ces choses sont connectées, vous allez le découvrir au fur et à mesure de la soirée, mais évidemment, une question qui nous trotte à tous par la tête, c'est pourquoi les fumeurs fument-ils leur dernière cigarette ? On se demande bien, mais peut-être que grâce au Gnoso Show, vous saurez la vérité. Alors, il reste que tout le monde n'apprécie pas le Marquis de Sade. Alors, pour pouvoir confronter ces histoires-là les unes avec les autres, nous allons inviter des philosophes à discuter de ça avec nous. Attention. Alors, il est 18h39, 9 minutes depuis le début du show. C'est l'heure d'inviter notre premier invité, Luc Etienne de Boyer-des-Roches. Bonjour. Alors bienvenue Luc Etienne. Vous êtes philosophe, vous êtes aussi professeur de philosophie au collège. Oui. Oui, c'est super. Je m'excuse, je vais minuter cette partie parce qu'il ne faut pas dépasser, on a un temps imparti. Ah oui, pardon. On aura un maximum de 2 minutes. Oui, d'accord, Yann. Jehannam, Yann. Oui, alors Gnoso, vous êtes prof de philo au collège. Non, moi, je suis Gnoso. Ah. Oui, voilà. Alors, Luc Etienne, nous allons faire un petit débriefing du début parce que quand même, nous avons un timer. Alors attention, il va falloir rester dans les clous. Nous avons une discussion préliminaire actuellement, c'est la discussion préliminaire. Est-ce que vous préférez la pluie ou le beau temps ? Le beau temps. Et pourquoi ? Parce que c'est un peu mieux que la pluie. D'accord, je vois, vous n'êtes pas très intéressé par cette question. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la critique de Michel Foucault par Noam Chomsky ? Elle a beaucoup de succès. Sinon, c'est du souvenir que j'en ai, je crois qu'il est très très virulent à l'égard de Noam Chomsky. Il lui dit que la nature humaine, ça n'existe pas. Et c'est méchant, ou c'est socialement construit. Oui, mais bon, je vais pas parler de ce que je connais pas. Ce serait... Sinon, je dirais que Chomsky, lui, il a dit que Michel Foucault était très méchant et très immoral. Et ça, c'est méchant. C'est plutôt ça, hein ? C'est Oui. plutôt ça, non ? Non, c'est pas plutôt ça ? Ça plutôt, oui. D'accord. Et pour vous, alors, Sade, est-ce que c'est un sujet sérieux ? Alors, j'ai pas lu. D'accord. Il n'a pas lu ! Ah oui, mais donc c'est sérieux. Donc c'est sérieux, très bien. Nous arrivons presque à la fin de notre countdown et nous allons pouvoir dire que le Marquis de Sade est un coach de vie, oui. Non, vous en pensez quoi ? Eh bien, quand on lit Sade, on apprend la vie, quoi, en gros, non ? Moi, je croyais qu'on apprenait à tuer des femmes en leur faisant l'amour, mais j'ai pas lu. Non. Si vous lisiez un peu mieux, il y a plusieurs livres, en fait, évidemment. Hein. Mais c'est aussi des femmes qui tuent des hommes, et c'est super. Possible. J'ai l'impression que nous arrivons au terme de notre première partie. Ça va être la fin. Merci beaucoup, Luc Etienne de Boyer-des-Roches. Il est l'heure de lancer notre première transition pour ce téléachat. Muller, cette offre choc doit passer demain à la télé. Tout ça me donne comme une envie de nectarine. Et maintenant, jeune disciple, moi révélez-vous secret bien-être total. Secret bien-être total, être... Ouvert tous les jours de 10h à 22h.
Allô Gnozo, est-ce que vous m'entendez? Allô Gnozo, je vous entends parfaitement. Et vous? Oui, je vous reçois 5 x 5 plus 5 divisé par 5, mon cher Gnozo. C'est super. Alors, vous allez nous présenter ce téléachat avec vos objets magnifiques. Exactement Gnozo, je vais vous présenter la nouvelle sélection d'objets insolites que vous pourrez acheter grâce au numéro de téléphone qui s'affiche à présent sur cet écran. D'accord, et ces objets sont-ils inutiles? Ces objets sont absolument indispensables. Indispensables, dites-vous? Absolument sûr. Aucune personne disposant d'un cerveau, absolument sûr, aucune personne disposant d'un cerveau ne peut vivre sans ces objets. Incroyable, alors il va falloir que vous commenciez cette énumération. Le premier objet que je vais vous présenter aujourd'hui, Gnozo, c'est le gugusophone. Le gugusophone? L'inoubliable, l'unique, le très nécessaire gugusophone, mon cher Watson. Je crois que notre public ne sait pas ce que c'est. Le public, il va falloir expliquer ce que c'est que le gugusophone. Le gugusophone, mon cher Watson, est le synthé le plus paléo vintage de la Terre. Très bien, mais moi c'est Gnozo, pas Watson. Hein. Moi, je suis Gnozo. Non, désolé, là, mon petit chéri, là, c'est moi, Gnozo. On est tous les deux Gnozo. Ouais, d'accord, ouais. Non, mais c'est pas une raison pour... parce que vous êtes sur Moi, un je toit. suis avant vous, Gnozo. Oui, c'est ça, je voyais bien ça, ouais. Vous êtes sur un toit et vous croyez que vous êtes malin, donc... alors, calmez-vous tout de suite, hein. Je vois de quoi vous voulez parler, mais ce n'est pas une raison pour vous foutre de ma gueule. Ah, et ben c'est moi qui décide. Alors, on va bientôt lancer la pub du gugusophone. Le gugusophone, l'objet de vos rêves qui vous dit si vos ancêtres sont égyptiens. Déjà 30 000 adhérents au gugusophone. Déjà 30 000, exactement 30 000 adhérents au gugusophone. Le gugusophone va totalement transformer vos soirées. De moroses, elles passeront à génialissimes. Les personnes que vous connaîtrez deviendront vos meilleurs amis. Le gugusophone. Le gugusophone. L'outil optimal. Avez-vous essayé le gugusophone? Le gugusophone, toujours là pour vous. Quand vous vous sentez seul, il est là. Quand vous êtes face à la lune, il est là. Quand vous courez après le temps, il est là. Et n'oubliez pas que même dans les pires moments, il se tient dans votre poche. Le gugusophone sait se faire discret, mais révélera dans votre vie le plus bel outil et le plus beau cadeau que vous pourrez offrir à votre existence. Le gugusophone. Vous voulez savoir si vos proches sont réellement vos amis? Le gugusophone. Il paraît qu'en Italie, il y avait la bouche de la vérité. Mais aujourd'hui, nous savons bien qu'il s'agissait du gugusophone. Michel-Ange touchait du doigt le Seigneur. Il s'agissait en fait du gugusophone. Sachez que vraiment, tous nos clients qui l'ont essayé ont trouvé ça formidable. Gugusophone. Il s'intègre dans vos soirées, s'immisce dans votre vie personnelle, mais pour le bien de tous. Pour moi, le premier des cadeaux, c'est les économies. Je voudrais faire une surprise à ma femme. Il paraît que vous en avez reçu un nouveau. Oui, ma femme est en train de l'essayer, mais je suis au courant. C'est un bleu, bleu comme l'aube. La vivacité du citron se fond dans la bergamote. Et la vanille apporte sa fraîcheur matinale. Et vous verrez, la qualité a été perfectionnée. Ma femme va être extrêmement touchée. C'est pour offrir, je vous l'emballe. Non, non, je suis pressé. Ma femme attend dans la voiture. Bienvenue dans cette deuxième partie. Nous allons avoir maintenant notre deuxième invité. Je vous prie d'accueillir sur ce plateau Marion Lebidan.
Alors bienvenue Marion sur ce plateau et nous allons lancer le second countdown qui fait, excusez-moi, 4 minutes. Alors, ce tour de table, peut-être qu'on devrait quand même vous présenter. Vous êtes professeur de philosophie au lycée, vous? Tout à fait, tout à fait. J'ai cette chance comparé à mon collègue. Oui, alors vous vous sentez mieux que lui, c'est ça? Tout à fait, je suis beaucoup mieux dans ma vie. D'accord. Bon, eh bien, c'est très bien. Nous allons commencer ce léger tour de table en parlant d'émotions, en fait. Alors, comment les philosophes parlent-ils d'émotions? Alors, comment est-ce qu'ils en parlent? Ils en parlent de différentes façons. Ils en parlent pas mal dans le domaine de la morale, en se disant, voilà, est-ce que nos émotions, c'est ce qui nous permet de développer des jugements moraux? Est-ce que ça détermine nos comportements? Est-ce que ça nous aide à définir ce qu'est le bien et le mal? Est-ce que ça nous pousse à agir? Est-ce que les vrais moteurs de nos actions, ce sont nos émotions ou des justifications rationnelles? Voilà, quand je raconte ça, je me dis que c'est pas très très intéressant ni très très clair, mais voilà, peut-être que Luc Etienne pourrait nous aider à préciser un peu tout ça. Alors, une émotion, il y a deux façons, au moins deux grandes écoles. Il y a l'école du sentiment. C'est j'ai une émotion, je la cultive, je suis mal, je suis bien, voilà, je suis amoureux, tout ça. Ça, c'est plutôt un truc d'allemand et de français. Oui, en dehors de la France, de l'Allemagne et du monde anglo-saxon, le reste de l'univers connu ne fait pas de philosophie. C'est important de se rappeler de ça. Donc, c'est plutôt un truc d'allemand, de français, de ressentir. L'émotion devient sentiment intériorisé, alors que quand on est en mode plutôt anglo-saxon, à partir de la pensée d'un auteur qui s'appelle Spencer, c'est fin du 19e siècle. Alors, j'ai pas lu, mais dans Martin Eden, il en parle beaucoup, Jack London. Mais pour faire court, c'est connu, c'est une tradition qui fait de l'émotion quelque chose qui permet d'agir. La définition d'une émotion, c'est plutôt qu'on agit dans un contexte donné. Une émotion prépare l'action. Voir est causé par l'action. Je vois un serpent, je cours, et j'ai peur parce que je cours, presque plus que... Voilà. Alors Je sais pas si c'est super clair, mais ouais. Moi, j'ai trouvé ça très clair. Vous êtes en train de faire une distinction conceptuelle kantienne entre l'éthique et la morale. Et vous, Marion Le Bidan? Moi, j'y crois pas trop à cette distinction. C'est juste des mots, en fait. Ça veut rien dire. Mince, alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on se pose des questions sur les actions et savoir qu'est-ce qui est bien ou... Ouais. Qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est pas bien de faire. Et ça, on peut appeler ça de l'éthique ou de la morale, on s'en fiche, en fait. C'est juste un truc de crâneur de diviser les deux. Ok, et la métaéthique, alors? La métaéthique, je suis pas bien au point, moi. Ah. Luc, t'es au point? Pardon, Luc Etienne, vous êtes au point? J'en ai vu une fois. Moi, je ferais quand même une distinction entre éthique et morale, parce que, voilà, moi, je suis allemand, quoi, donc je fais des... Très bien. Alors, dans l'Encyclopédia Universalis, il y a une distinction. Éthique, c'est qu'est-ce qui me fait du bien. La morale, c'est qu'est-ce qui m'évitera de faire du mal. C'est un peu plus objectif. Très bien. Eh bien, j'ai quelques questions simples en oui-non pour vous. Est-ce que l'être humain est en train de devenir un chat? Alors moi, je comprends pas la question. D'accord. Est-ce que vous êtes néandertal inclusif? Moi, non. Ouais, moi, génomiquement. Le génome, sans doute. Ah. Mais sinon, allez, si, moi, je vote oui. Ouais, moi, je comprends toujours pas la question. Ça veut dire, est-ce que vous acceptez d'intégrer des néandertaliens dans votre société, quoi? Oh, moi, je suis toujours pour intégrer. On intègre? On intègre. Allez. On valide la néandertal inclusion? Ouais. Oui. C'est incroyable. Merci à tous d'être présents pour ce premier Gnoso Show. Nous allons passer maintenant à la deuxième séquence de Télé-Shopping. S'il vous plaît, Oui. je cherche un cadeau pour mon petit-fils de 3 ans. Et il est actif, très actif? Ah oui, plutôt actif. Il passe son temps à grimper partout. Ah, c'est un vrai casse-cou. Bon, alors dans ce cas, il faut lui apprendre l'équilibre. Gnoso, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Et vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, est-ce que vous m'en voulez pour la Non, dernière? ça ira. Je suis aussi stupide que vous. Ah, quel blagueur, ce Gnoso! Eh ouais. Et alors, vous allez continuer votre présentation d'objets de téléachat?
Oui, nous revoici pour un nouvel épisode. Je vais vous présenter le deuxième objet le plus incroyable de la Terre. Il s'agit d'un carnet avec lequel vous allez pouvoir faire plus qu'un livre. Cette nouvelle méthode que nous avons développée s'appelle l'automassage limbique. L'automassage limbique est la solution à tous vos maux de tête. Il suffit pour cela de disposer d'un petit carnet, car un carnet à page blanche vous permettra de vous changer les idées et enlèvera toute forme de massage intersidéral, pas possible, incroyable. Vous n'aurez plus jamais mal à la tête. Pour faire un bon automassage limbique, il faut avoir une bonne migraine. Prenez un livre blanc, regardez bien les pages, tournez-les, réfléchissez à votre système limbique. Au bout de quelques secondes seulement, cette invention se révélera utile puisque le mal de tête disparaîtra complètement. Vous voyez, c'est magique. Le automassage limbique, bientôt en vente en grande surface. Pour votre santé, bougez plus. Régularité, talent, résultat, ils ont dominé le football français en 2012. Club, joueurs, entraîneurs, dirigeants, ils sont les lauréats de l'année. Bonjour. Nous voilà de retour pour le Gnoso Show. Nous allons maintenant commencer notre première partie de 10 minutes. C'est-à-dire, on va beaucoup réfléchir. Attention, ça va fumer dans les oreilles. Oui, c'est super. Nous allons parler d'intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle est un mouvement qui a été développé peut-être par des anglo-saxons américains, peut-être. On ne sait pas. En tout cas, Luc-Étienne de Boyer-des-Roches va nous faire une petite pastille. Oui. Alors, une pastille. Alors, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, déjà, c'est pas n'importe quoi. C'est être intelligent avec ses émotions. C'est éviter... c'est éviter de se laisser parasiter par ses émotions. Non, c'est pas assez clair. Non. Alors, quand c'est pas clair comme ça, dans les livres d'intelligence émotionnelle, on vous montre un petit dessin avec le cerveau. Alors, je vous présente une tête, si vous la voyez. Que se passe-t-il si je voyais un petit serpent devant moi? Ça va sur ma rétine, ça va à mon thalamus. Thalamus? Thalamus. On valide. Parfait. Mon thalamus parle à mon néocortex, se crée la représentation du serpent. Je me mets à réfléchir sur ce qu'il faut faire, je fuis ou j'attaque. Et ça met à peu près combien de temps, ça? Ça a l'air long. Moi, je crois que c'est rapide. Ah. Et ça va ensuite à l'amygdale. Et l'amygdale, elle me fait bouger. Ouais, c'est dans le cerveau, mais moi, je n'arrive pas à faire la différence. Je crois que c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, moi, je crois, ouais. Mais je suis pas sûre. C'est pas les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. Ok, boule noire. Boule noire. Boule noire. Bien sûr. Voilà. C'est bien. Et il se trouve qu'en même temps, donc toujours rétine-thalamus, il y a un chemin qui va du thalamus directement à l'amygdale. Waouh. Directement à l'amygdale. Bon, si vous ne me croyez pas, c'est page 19 chez Daniel Coleman. C'est très important pour aller voir quand vous prendrez l'apéro. Mais je comprends pas, Luc-Étienne de Boyer-des-Roches. Il y a écrit Goléman. Ah, Goléman. Oui, ça s'appelle peut-être Goléman comme... Vous êtes sûr que vous avez lu ce livre? Le début, oui. Voilà, d'accord, vraiment. comme tous les gens à la télé. Oui. Et donc, ça va directement à l'amygdale sans passer par la représentation. Ce qui fait que votre corps voit le serpent sans que votre conscience la voie, pour employer des mots qui sont peut-être datés. Et du coup, vous commencez à avoir peur, le rythme cardiaque augmente, et les muscles se chargent, et vous êtes prêt soit à courir, soit à attaquer. Donc l'idée des promoteurs de l'intelligence émotionnelle, c'est que les émotions se font avant la représentation et peuvent vous parasiter. Goleman, il parle de hijacking, comment on pourrait traduire ça? Je sais pas. Déroutement, déroutage, déroutement. Ouais, je sais pas, pirater, ouais. Piratage, ouais. C'est-à-dire que l'amygdale est là pour gérer les trucs, mais parfois elle gère mal. Si vous êtes des traumatisés ou des phobiques, vous allez rater. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est s'éviter ce genre d'inconséquences. Vous avez dit quelque chose d'assez intéressant, Luc-Étienne. Vous avez parlé de promoteur de l'intelligence émotionnelle.
Alors oui, des promoteurs de alors là, il y en a un, par exemple, c'est très bien, intelligence émotionnelle et management. Alors le monsieur a l'air très gentil, et Ilios Kotsou, et sa bibliographie est très bonne. Alors lui, je l'ai lu en entier, mais vous voyez, c'est plus court et c'est en français. Alors donc voilà, et bon, ben, de l'intelligence émotionnelle, on pourrait dire diverses choses qu'on apprend, qu'on réfléchisse. C'est là que je vous propose de choisir. Où on peut parler d'analyse précise d'une émotion, ou de la place en entreprise des recettes d'intelligence émotionnelle, ou de la pleine conscience. Mais moi, j'ai quand même toujours pas compris à quoi ça sert. Enfin, c'est quoi le but des gens qui font la promotion de cette théorie? Oui, pourquoi promeuvent-ils cette théorie? Alors, je vous vois venir. Hein? Vous voyez venir? Alors. Ah, bon. Ah, faut répondre. Alors, pour être plus heureux. Par exemple, vous avez choisi dans mes maigres connaissances recettes et entreprises. Donc, recettes et entreprises, comment je récite déjà? Oui. Alors, dans une organisation connue, vous avez un collaborateur et vous lui dites, tu sais, machin. Non, vous ne lui dites pas, tu sais, machin. Vous lui dites, monsieur Nicolas. Machin Nicolas. ou machine, attention. Ou machine, Nicolas ou Nicolette. Oui. Donc tu sais, Nicolette. Ou Nicolas. Nicoletta. Voilà. Voilà. Donc Ça. tu sais, Nicoletta, le travail que tu fais manque d'investissement. Pas sympa. Hein. Ben voilà, là il y a emotional hijacking. Ouais. Il y a un manque d'investissement. Et donc, les gens de l'intelligence émotionnelle vous apprendront à mieux préserver les possibles émotions de votre collaborateur. Donc, vous lui direz plutôt, tu sais, Nicoletta, en ce moment, vous avouerez vos émotions, en ce moment, je suis un peu triste par rapport à ce que tu fais. Peut-être, je ne sais pas, ensuite, là, il faut lire vous-même l'intelligence et l'émotionnel. Mais il faut choisir vos mots pour ménager l'emotional hijacking qui est probable. Donc, c'est une théorie de la communication, enfin des conseils en communication basés sur des théories scientifiques fumeuses. Alors, le problème, c'est que c'est tel que je la résume. Donc, ils ne sont pas le meilleur avocat. Mais c'est l'impression qu'on a en lisant. Je pourrais vous lire un petit extrait. Non, vous voulez pas. Non, mais bon, c'est vrai que ça donne un petit peu l'impression qu'on prend les gens pour... Ou que moi, directement, je vous prends pour des imbéciles. Ou alors, non, loin de moi l'idée. Je voulais dire que les théoriciens de l'intelligence émotionnelle imaginent que le monde est comme une grande entreprise, c'est ça? Oui, et comme une entreprise malade. Ah. C'est très étonnant. Par exemple, on demande aux gens de ne pas être directifs. C'est évident. Si vous arrivez quelqu'un et que vous lui donnez un ordre, il ne va pas le faire. Mais comment on donne des conseils à quelqu'un qui ne va pas bien? Comment on s'engage? Et ça, c'est des tristesses. C'est des petites tristesses qui s'accumulent et qui font après des grandes tristesses. Et voilà. Non, mais c'est-à-dire que enfin, bref, je connais rien en management, mais dedans, en fait, moi, ce que je reprocherais, c'est simplement que les exemples sont mauvais. Mais je crois qu'on n'a plus le temps d'en discuter. Oui, on peut se poser une question, peut-être. Là, je m'adresse à Marion Lebidan, puisqu'elle est spécialiste en eugénisme, non, n'est-ce pas? Moi, j'aime bien qu'on tue. Alors, est-ce qu'on peut parler de eugénisme émotionnel? C'est-à-dire eugénisme émotionnel. J'aimerais bien que vous précisiez un petit peu que nos autres. Je vous avoue que vos questions sont un peu obscures. C'est-à-dire qu'on va favoriser certaines émotions plutôt que d'autres. Et donc, par la même occasion, certains profils psychologiques. Ah, alors en fait, il y a deux questions. Soit à l'intérieur d'un même individu, il y a de la concurrence entre les émotions et on va en favoriser certaines. Et peut-être que chez certains individus, il y a certaines émotions qui vont être plus développées que d'autres, qui vont définir des profils psychologiques. Et est-ce que la question, c'est est-ce que dans notre société, on favorise certains profils émotionnels Oui, c'est ça. Et est-ce qu'on pourrait parler d'eugénisme émotionnel, puisqu'il y a des gens qui sont tristes toute leur vie car ils ne sont pas bien équipés émotionnellement? Alors oui, mais dans l'eugénisme, il y a quand même l'idée d'une suppression. Enfin, en fait, on pourrait parler d'un eugénisme émotionnel dans le sens où plutôt une sélection émotionnelle, une sélection naturelle émotionnelle. Pas mal, ça. C'est-à-dire que ceux qui sont tristes tout le temps, ils vont avoir beaucoup moins de chances et de survivre et de se reproduire. Et de fait, ils vont moins transmettre leurs gènes à leur descendance. Alors ça, c'est si on fait l'hypothèse que les émotions et les profils émotionnels sont déterminés par les gènes, ce qui est une hypothèse extrêmement coûteuse. On l'a fait ou pas? On l'a fait. On l'a fait. Allez. Oh non. Voilà.
Moi, je suis pas d'accord. Non, mais je pense qu'on dit n'importe quoi depuis le début, donc il n'y a Non, pas non ok, plus de raison de se priver. Oui, voilà, mais on l'a fait quand même. Voilà. Bon, d'accord, on l'a fait. On l'a fait. Voilà. Et bah oui, alors on pourrait en parler dans ce sens-là, parce qu'effectivement, certains profils émotionnels sont beaucoup moins équipés, beaucoup moins adaptés, quitte à faire n'importe quoi en sciences, beaucoup moins adaptés à la société actuelle, et effectivement, assez naturellement, ils vont moins transmettre de gènes parce que fatalement, l'accès à la reproduction et aux partenaires sexuels est bien plus difficile. Ça, c'est sûr. Quand on est nul, on est nul. Ouais. Et alors, j'aimerais poser quand même ma dernière question de cette... il nous reste pas beaucoup de temps, mais probablement vous pourrez répondre. Est-ce que ce serait justifié dans ce cadre-là, puisqu'on a validé, quoi On a validé. Puisqu'on a validé, est-ce qu'on pourrait comparer le social avec le génétique, comme si la Terre était un grand organisme dont les individus sont les gènes qui se battent entre eux pour mieux se diffuser et tout. Oui, alors je pense que quitte à pousser la métaphore dans le n'importe quoi, allons-y franchement. Alors on pourrait, même si ça reste pas très très clair, sur la question des supports de l'évolution. Alors qu'est-ce qui est sélectionné? Quels sont les supports et les véhicules de l'évolution? Est-ce que c'est les gènes? Est-ce que c'est les individus? Alors, il y a des débats là-dessus. Et effectivement, on peut... Alors, à titre métaphorique et complètement non scientifique et dans le n'importe quoi, on peut se représenter ce genre de choses en se disant, bah voilà, la vie en société répond à des règles de sélection où les gros losers ne se reproduisent pas et ne transmettent pas leurs gènes de loser. D'accord. Si vous voulez... Mais on a un gros problème, c'est que la société, elle les aide, les gros losers. Elle fait des aide, clubs de rencontres, des applications. Ouais. Il y en a qui baissent quand même pas très souvent. Hein. Ouais. C'est un peu limite, mais... Eh bien, bravo, vous avez réussi à finir avant le bip bip bip. Et donc, vous n'avez pas perdu de points, car vous verrez bien. On va bientôt lancer la troisième chose. Et maintenant, pour notre envoyé spécial, nous allons appeler Thomas Perrino qui est au Balto à Montreuil. Allô, Thomas Perrino, est-ce que vous m'entendez? Oui, Gnozo. Vous êtes envoyé spécial pour notre dossier spécial récursivité au Balto à Montreuil. Comment décririez-vous la situation sur place? Ici, donc au Balto, se sont installés des artistes et des scientifiques dans la salle de turf. La situation est un peu décousue ici. Les grilles de départ se succèdent, grilles de construction plastique, grilles de calcul scientifique dans un même geste artistico-scientifique. D'accord, des scientifiques et des artistes dans un PMU, c'est tout de même rare. Pas nécessairement. En réalité, la probabilité pour un parieur de produire un geste artistique et ou scientifique se produit naturellement à partir d'un certain nombre de répétitions. Je n'ai pas bien entendu, Thomas Perrino. Est-ce que vous pourriez répéter? Pas nécessairement. En réalité, la probabilité pour un parieur de produire un geste artistique et ou scientifique augmente naturellement à partir d'un certain nombre de répétitions. Comment décririez-vous la relation entre les scientifiques et les artistes? C'est exactement la même chose. Ils manipulent des concepts qu'ils ne maîtrisent pas totalement en espérant tomber juste et ainsi décrocher un quartet ou un quintet. Mais venons-en en fait, Thomas Perrino. Comment les scientifiques se nourrissent-ils? Oui. Ah, mal. Très, 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 très mal. Les scientifiques se nourrissent extrêmement mal. Il faut savoir que Richard Feigenbaum, un des pères de la théorie du chaos, par exemple, ne se nourrissait que de viande rouge et de cigarettes, ce qui est a priori une très mauvaise source d'alimentation. Pour ce qui est par exemple de Gödel, lui est mort de faim, de refus de s'alimenter, ce qui est également une très mauvaise idée. On peut citer l'exemple d'Alan Turing, mort d'une pomme mangée qui contenait du cyanure. Alors il faut savoir que les pépins de pommes contiennent du cyanure, donc il faut vraiment faire très attention à ça. En l'occurrence, voilà, est-ce que les pépins ou est-ce que la pomme contenait du cyanure? On ne sait pas. On pourrait dire d'une certaine manière que cette pomme était en quelque sorte une pomme récursive. Merci Thomas Perrino. Est-ce que vous pourriez maintenant nous donner une définition de la récursivité du point de vue de la théorie de l'incomplétude, s'il vous plaît? Oui, Gnozo. Ah, c'est très intéressant comme question. Alors, ce qu'on peut dire sur le théorème d'incomplétude et la récursivité, c'est que Gödel démontre la nécessaire incomplétude des mathématiques. Et pour cela, il utilise le système des métamathématiques
qui sont un système censément supérieur aux mathématiques, et il démontre l'incomplétude de ces métamathématiques par le biais des mathématiques. On pourrait prendre comme exemple le turf, dans lequel une course, pour pouvoir deviner un petit peu le résultat de cette course, il faudrait pouvoir se référer à la course précédente, mais pour bien comprendre le résultat de cette course précédente, il faudrait encore se référer à la course précédente, et ainsi de suite. Merci Thomas, nous vous disons à bientôt sur le plateau de Gnoso Show. Eh bien Gnoso, je vous remercie et je vous rends l'antenne. Réalisé et mise en scène. Madame, si vous souhaitez faire plaisir à votre mari, cuisinez-lui un joli rôti de veau dans un réchaud Chalot. Chalot est une marque française en vente dans les magasins de Bonne-à-Loi. Jamais je ne me laisserai arrêter par Fantomette. Eh bien, bienvenue de retour encore une fois à nouveau sur le plateau de Gnoso Show. Nous allons maintenant accueillir notre troisième invité, Jan van der Cruyssen. Je suis déjà là. Bien. Eh bien, bienvenue Jan. Merci. En deux mots, votre profession, Jan, c'est de faire de la récursivité, c'est ça? Enfin, j'ai jamais vraiment vu ça comme ça, mais pourquoi pas. D'accord. Vous faites de la musique pour des jeux vidéo? Oui. D'accord, c'est super. Et pendant cette nouvelle partie de Gnoso Show, nous allons parler de récursivité et de programmation neurolinguistique, évidemment. Alors, en quelques mots, comme ça, j'aimerais quand même dire un petit truc sur la récursivité. La récursivité, c'est quand une fonction s'appelle elle-même. Par exemple, on aurait une fonction savon, et après s'être lavé les mains avec du savon, il faudrait laver le savon parce qu'il serait sale. Alors on utiliserait un autre savon, ou bien alors on aurait une serpillière, et puis après le ménage, il faudrait bien la nettoyer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces comparaisons houleuses? Oui. D'accord. Laver un savon, c'est bien, oui. C'est bien récursif. Faire une chanson sur la musique, j'aime bien aussi cet exemple. Par exemple, quand la musique est bonne, enfin, vous voyez, je sais pas si c'est récursif parce qu'il faut que ce soit bon, mais... Ou aussi de Michel Berger, là. Michel Berger, oui. Qui chante pour ses copains, là. Non? Bah ouais, non? Ah, c'est de Balavoine. Ah, pardon. Heureusement que Luquette est là. Et c'est pourquoi nous allons commencer une nouvelle cloque. Oui, alors je crois que c'est 10 minutes celle-ci. C'est une cloque de 10 minutes, on va parler de programmation. Ah, travailler à Pôle emploi aussi, c'est bien. On travaille à faire travailler, j'ai un exemple de métier récursif comme ça. Pas mal, merci. On valide? On valide. On valide. Alors, Luc Etienne. Ou dormir, ou rêver qu'on dort quand on dort. Ah, rêver qu'on dort. Comme Guéluron. Pas mal. J'ai l'impression que c'est battle là. C'est ça. Jouer à Theme Park, on joue à faire des jeux, enfin... Voilà. Ouais, c'est un peu plus tordu, d'accord. Ou imiter les imitateurs, mais ça rate. Imiter les imitateurs. Ouais. Excellent. Pardon. Bonne idée. Alors, Luc Etienne de Boyer-des-Roches, vous allez maintenant nous présenter la programmation neurolinguistique, si je ne me trompe. Oui. Alors, si l'intelligence émotionnelle, ça a l'air quand même de servir un peu, la PNL, c'est vraiment très bien. Alors, est-ce qu'on dit PNL ou NLP? Ah. En français, ce serait PNL. Oui, mais c'est le nom d'un rappeur. Oui, c'est un groupe de rap, Peace and Love. Là, c'est la PNL. Et alors, est-ce que c'est un rappeur récursif? Pas encore. Ils avaient oublié. Mais j'espère qu'ils vont le faire. Mais est-ce que dans ces clips, il fait de la programmation neurolinguistique? PNL, est-ce qu'ils font de la... On pourrait le dire quand même. À leur manière, probablement. Ouais, la grande idée de la programmation neurolinguistique, c'est que quand vous parlez à quelqu'un, il se passe dans son cerveau autre chose que simplement comprendre ce que vous dites. Par exemple, il y a comme ça des vidéos où ils expliquent comment draguer, des choses comme ça. Et le secret, c'est pas de dire « Est-ce que tu veux aller au cinéma, s'il te plaît ?» Ça, c'est nul. Vous dites « Maintenant, on va au cinéma ensemble. » Voilà. Waouh, c'est super. Pas mal. Merci pour les petits conseils. Non, mais la PNL, c'est cette idée-là que on est
un CPU, un ordinateur, on a des programmes qui nous permettent de traiter toutes les données, et notamment les données liées à la communication, les mots, les gestes, les postures. Et on a tous des programmes communs, mais aussi des programmes individuels. Et donc la PNL vous apprend comment bien parler, comment bien coder vos intentions pour qu'elles soient reçues par vos interlocuteurs. Comment bien les manipuler. C'est un raccourci un peu rapide. C'est un raccourci un peu rapide. Parce qu'ils le disent très bien, j'ai plus la page, mais c'est pas la technique qui manipule, c'est l'intention. Ouh. J'ai pas compris. Mais non plus. Ok, il balance le pâté là. Ouf. Par exemple, à nouveau, ne donnez jamais de conseils. Ça, c'est mal. Voilà. Ça, c'était récursif. Récursif. Voilà. Et ça c'est PNL aussi. Alors, la PNL récursive, ça devient quoi, en fait? Eh ben, ça devient, pour parler d'un ouvrage de PNL, utiliser des techniques de PNL. Ah tiens, on pourrait regarder s'ils le font, ça, au pif. Pour de vrai, là. Oui, parce qu'il y a quand même de belles phrases. Hein. Donc, alors, là, je reprends une au pif, elles sont en gras. L'imaginaire étant par définition illimité, nous pouvons inventer d'autres types de permutations en fonction du contexte, de l'urgence, du type de personne en présence. Bon, bah c'est pas PNL, ça. Ouais, c'est chiant, en fait. J'ai pas compris. Mais c'est que des phrases comme ça, on comprend pas... Ah non, je suis censé en dire du bien. Non, mais... Manipulation! Non, car la manipulation suppose de ne pas respecter l'autre. Ah, donc il y a quand même une morale ou une éthique, là? Oh, là, il n'y a ni l'un ni l'autre. Ouais. Là, il y a de la daube, quand même. Je pense que... Ok, donc on est d'accord que la PNL forme les gens à faire de la PNL sans se faire remarquer. Oui, c'est la grande idée. Ils apprennent un truc qui est très bien, c'est la synchronisation. Oh. La synchronisation, c'est une affaire de temps. Donc c'est quand votre cerveau, il programme des gestes. Alors c'est le cerveau reptilien, celui de l'amygdale, il l'aime beaucoup aussi. Vous voulez dire qu'on est des reptiles? Exactement, nous sommes des homo reptilus codans. Des hommes reptiliens qui codent. Non mais faut arrêter de rire à tout. Donc, en gros, il y a le cerveau reptilien, les émotions, etc., qui, d'après ce petit livre, et si j'ai bien compris, aime les choses qui lui ressemblent. Vous avez devant vous un interlocuteur bavard, et pia. Bon, forcément, c'est un peu très pénal d'être dans le thématique, de ne pas écouter le contenu. Vous êtes attentif à son geste, il parle beaucoup. Alors, comment devenir copain avec quelqu'un qui parle beaucoup? Très vite. Vous pouvez pas parler. Alors, ils recommandent, eux, de taper. Oui, il parle comme ça, pia, et taper comme ça très rapidement avec votre stylo. Jusqu'à ce que vous soyez en harmonie avec lui. Et puis là, vous mettez à ralentir. Et puis, il parle plus lentement. Et ça, c'est le reptilus codans. Si on a le bon code du reptilien, on peut se mettre en harmonie avec. Et ensuite, un peu comme un judo, quoi. D'accord. Là, Voilà. j'ai l'impression que dans ce que vous dites, la récursivité est vraiment très importante. Il faudrait quand même qu'on pousse un petit peu le truc, là. Est-ce que Yann, vous pourriez nous expliquer un petit peu, peut-être avec des images? Alors moi, pour expliquer la récursivité, j'avais déjà trouvé la définition de la récursivité. Je la mets là, je vais la lire. Est-ce qu'on la lit tous? Oui, on va tous la lire. On va faire un concours de celui qui la lit la plus vite. Vous pouvez gagner une souris, attention. Ah oui, c'est vrai, on peut gagner une souris. Bon, d'accord. Vivante, ouais. Vivante. Je propose que je vais compter 3, 2, 1, 0. À 0, on commence à lire. Le premier qui a fini de lire, y compris tout le monde dans le public, lève la main et a gagné la souris. Si vous n'avez pas envie de gagner la souris, vous pouvez faire exprès de lire lentement. 3, 2, 1... La récursivité, le moyen utilisé pour se déplacer dans une position existe également à faire parvenir à destination des souris humains. À ce qui manifeste la volonté de la réalité, mais elle représente à séance même pour résultat de moyens constitue le but de... on a un gagnant. Vous avez gagné une souris. Vous voulez un bébé? Vous voulez un bébé souris ou une souris adulte enceinte? C'est comme vous voulez. Ouais, je dis rien. Alors, si vous voulez récupérer votre souris, il suffit de demander à Caroline Chabran, puisque la Panacée dispose de souris vivantes dont elle essaye de se débarrasser sans les exécuter. Faites-leur du bien! Bravo. Est-ce que c'était suffisant comme vulgarisation de la récursivité?
Ouais, bah, c'est vrai que le début était plutôt clair, mais Ouais. sur la fin, moi, je n'ai pas réussi à lire jusqu'à la fin. C'est vrai, parce moi non que plus. j'ai Bah, des- j'en reprendrai bien une part. Ouais, moi, j'en reprendrais bien une part aussi. Je vous montre les itérations précédentes de cette définition. D'accord. Elles sont là. Alors la récursivité, voilà, c'est 2 mots. Et pour illustrer ce concept, donc le fait de faire une définition d'un mot, c'est déjà une sorte de fonction. On a un mot, un argument, et puis on sort une suite de mots qui le définit. On peut avoir une récursivité dans ce processus-là. Donc chaque mot va être transformé en sa définition jusqu'à ce que le truc devienne de plus en plus gros. Je crois qu'à l'Oulipo, ils appellent ça littérature définitionnelle. Alors, moi, Pas mal. Je vous ai fait lire le plus grand de ces... Bravo. Tu sais, tu dis. Comme dans les dictionnaires. C'est un fauteuil désignatif, verbe qui rend la copule, nombre entre 0 et 2, et chaise avec bras. Et tu fais toujours comme ça. Ok. Pas mal. Ouais. On valide? Ouais, on valide. On valide. On valide. Ouais. Moi, je valide. Mais désolé Yann, vous auriez peut-être des images, peut-être. Il me un reste peu 2 plus minutes, alors claires. j'ai des petits trucs. Ce petit truc-là, qui est ici, ça illustre de façon assez graphique comment on peut utiliser la récursivité. Alors, j'ai pas des très bons yeux, donc je ne sais pas, je trace une ligne. Ce segment-là, c'est le segment de départ. Je fais une petite forme au-dessus. Et voilà, je vais vous montrer le segment de départ qui est comme ça. Je vais en mettre d'autres, je vais faire ça, voilà. Je vais faire un petit épi qui ressort. Une pyramide. Une pyramide, voilà. Et en fait, le Voilà. principe là qui va être récursif, c'est que je vais appliquer cette forme sur chacun des segments qui la composent. Donc il y a une nouvelle pyramide qui apparaît sur chacun des segments. Et on peut reproduire ça un certain nombre de fois. Alors, donc voilà, ça fait des formes comme ça. Alors en général, il y a un truc qui est important dans la récursivité, c'est la condition d'arrêt. Donc à quel moment il va s'arrêter de continuer à faire des... Quand est-ce qu'on s'arrête, c'est ça? Là, je peux choisir. Et il y a aussi une autre condition qui est quand c'est plus visible, quand c'est plus petit qu'un pixel, on arrête de faire des choses récursives. On voit plus trop. C'est une fractale ou pas? Oui, ou c'est ça a rien une à voir fractale, voilà, on peut dire ça. Je vais Comme les les placer. cristaux. Voilà. Comme beaucoup de choses dans la nature en général, mais... Les pixels, c'est matériel ou c'est abstrait? Je comprends jamais ça. Alors, est-ce que c'est matériel ou c'est abstrait? L'un est le contraire de l'autre? Oui. Ouais. Alors, dans ce cas, je dirais c'est matériel. D'accord. Bien, oui, parce que les mathématiciens, vous savez... Je vais m'arrêter là alors. Ouais, d'accord. C'est la Et fin je vais pas dire ce que je voulais dire. Sur Non, les mais vous faites bien, mathématiques. je sais ce que c'était, ne dites pas ça. Non, mais alors je vais le dire parce que si Non. on me donne des ordres. D'accord. Bon, d'accord. On passe à la suite. On passe complètement à la suite. Maintenant, on arrive à notre troisième partie qui est sur Emmanuel Kant. Non, on va regarder notre troisième téléachat. On veut toute une. Mais pas la même. Moi, je la voudrais sexy, mais chic. Moi, asymétrique et vaporeuse. Moi, hyper glamour, tout en transparence. Et moi, à prix cadeau. Oui, pour les fêtes, on rêve toutes de notre petite robe noire. Et ça tombe bien. Écoutez. Oui. Oui. Allô? Allô Gnoso? Oui, allô Gnoso? Je vous entends parfaitement. Et moi vous? aussi, moi aussi. Je vous entends. Et alors, vous allez continuer? Oui, c'est bien. Oui, vous allez continuer. Oui, tout à fait, Gnoso. Nous allons donc lancer cette dernière séance de téléachat car l'émission touche à sa fin. Et c'est maintenant le moment de vous révéler le secret de bonheur que vous pourrez atteindre avec un simple numéro de téléphone. Puisque le magicien que nous allons vous suggérer d'appeler pour réaliser un miracle en direct habite au Bénin, il faudra donc passer par ce fameux calculateur. Le calculateur que Gnoso vous allez sortir maintenant sur l'écran, n'est-ce pas? Je suis pas sûr de ça. Est-ce que on a prévu le... Le calculateur va vous permettre d'appeler gratuitement n'importe quel pays d'Afrique. Il suffit d'entrer la formule suivante. 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1. Puis ensuite de composer le 0 0 2 2 9 9 5 3 4 5 2 1 3 pour avoir au bout de téléphone la ruspice Mario. Ah.
Allô? Allô, Mario? Oui, allô? Allô, Mario? Oui, Aruspice Mario. Yeah, what up, man? Aruspice Mario, c'est vous? Oui, Dixit Pontifex Maxime. Ah, désolé, je croyais m'adresser à l'Aruspice Mario. Bon, un de mes nombreux noms. D'accord, vous préférez qu'on vous appelle comment? Pontifex Maximus. D'accord, Pontifex Maximus. Alors, vous allez réaliser pour nous ce soir un miracle, n'est-ce pas? Un miracle pour le Gnoso Show. Alors, en quoi consisterait ce miracle, très cher ami? On va vous laisser libre d'effectuer le miracle de votre choix. Alors, avez-vous jamais entendu parler d'une licorne? Oui, une licorne est un animal fantastique. Exactement. Nous allons essayer de faire apparaître une licorne blanche avec une chevelure remplie d'arc-en-ciel jaune, mauve, ocre, verdâtre et complètement lactescent. Waouh, une superbe Voilà. licorne. Et cette licorne blanche va avaler tous les dragons qui puissent se mettre dans son chemin. C'est incroyable, ça c'est vraiment une licorne incroyable. Alors, êtes-vous prêts pour ce miracle? On est prêt pour ce miracle, oui, évidemment. Évidemment. Toujours prêt. Alors, 3, 2, 1, licorne. Abracadabra, sort. Ah donc, à l'est du sort apparaît la licorne remplie d'or qui va vers l'aurore et qui chasse Maldoror. Tadam, la licorne est là. Ça y est, la licorne est devant vous? Ouais, elle est là. Waouh, vous avez réussi à faire apparaître une licorne, vous êtes incroyable. Quelle aubaine, quelle métaphysique prouesse d'élégance et de finesse. C'est très significatogène tout ça, hein. Très. Et plus que significatogène, c'est eschatologie. Eschatologique ou scatologique un peu, non? C'est ça l'idée? Exactement. Ouais. Bah bravo Aruspice Mario, Pontifex Maximus, vous êtes vraiment... Que puis-je encore vous faire? Je crois qu'on a eu notre part, c'est bon, on peut... Merci d'avoir participé au Gnoso Show. Gnosopar. Dites Philippe, pour le réveillon, vous avez pensé au roquefort? Bien sûr. Je peux voir? Regardez-moi ce beau roquefort. On va se régaler. On va le ranger. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Écoutez. Bienvenue de retour pour ce Gnoso Show. Alors, il est maintenant déjà passé la moitié de la chose en question et nous allons commencer le jeu, le dialectron. Le dialectron est un jeu dialectique, attention. Vous connaissez la dialectique? C'est la même chose. Alors, on va commencer par lancer le générique. Le dialectron est un jeu qui fait 3 x 3 x 3 questions pour 3 personnes, dont un de faire de la musique en même temps que la quatrième pensant des questions tant à être le seul à y répondre. Vous êtes prêts? On est prêt. Vous êtes 2 candidats. On est prêt 3. Vous êtes 2 candidats. Marion, vous êtes le candidat rouge. Ok. Luc Etienne, vous êtes le candidat orange. Ah, vous jaune. êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? Oh, ben on est prêt. Ok, alors on lance le jingle du stress. Alors, première question. Quel est le terme étymologiquement antérieur à xénoxénisme? Xénophémisme. C'est juste, vous gagnez un point. Le xénoxénisme est-il lié aux sciences informatiques? Non. C'est faux! C'est faux, j'explique quand même. Oui, il présuppose que l'esprit humain fonctionne comme le paradigme MVP, modèle visualisation contrôleur, utilisé par les navigateurs web HTML, CSS et JavaScript. Troisième question. Le xénoxénisme est-il une doctrine créationniste? Non. C'est juste! Le xénoxénisme est évidemment une doctrine diffusionniste super intelligente. Voilà. Alors on arrive à la première fin de troisième question. Maintenant, ça va être l'heure de la deuxième question. Le xénoxénisme s'inspire-t-il de la psychologie évolutionniste? Oui. Oui, c'est juste. Enfin, non, en fait, c'est faux. Il s'inspire de sa critique par David J. Buller. Voilà, bon.
Maintenant, nous allons passer à la première question du public qui vous pose une question. Il faut que ce soit une question dialectique, attention. Notre sort est entre vos mains. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, je me demandais si la kippa portée par les juifs, c'était une image du prépuce. Et la réponse, oui. Dans le xénisme, oui. Absolument pas. Mon papa m'a toujours dit que c'était pour séparer Dieu de l'homme. Après, je sais pas si ça fait sens, mais merci beaucoup pour cette superbe question dialectique. Excellent, excellent, excellent. Alors, maintenant, la troisième question de la troisième partie, c'est le xénoxénisme peut-il être mis en pratique? Je sais pas. En dessin. Une question. Non, vous perdez un point là. Ouais, je perds. En dessin. Vous perdez un point aussi. La vraie réponse, c'est que oui, grâce au xénofragmentaire et le gugusophone. Voilà. Maintenant, je vous rajoute un point du coup. Oui. Ouais. Allez, l'animateur. Et ouais. Bon alors, deuxième bloc. Non, attendez, c'est une question du public. Encore une question du public. Oui. Bonsoir. Moi, j'aurais aimé savoir si le xénoxénisme était compatible avec la xénophobie. Tente. Non. Oui, c'est la vraie réponse. Le xénoxénisme, c'est le fait de devenir l'autre. C'est donc absolument incompatible avec la xénophobie. Alors, maintenant, la deuxième question de ce bloc. Y a-t-il une seule ou plusieurs espèces humaines? Moi, je vote une. C'est la fausse réponse. Car en fait, je vous lis la réponse que j'ai écrite pour... voilà. Hein. Il semblerait que la Terre porte plusieurs espèces d'Homo sapiens sapiens nés libres et égaux en droit. Maintenant, la prochaine question, c'est un karaoké. Alors, c'est Luc-Étienne de Boyer-des-Roches qui va devoir nous faire un petit karaoké à partir de la bossa lévinassienne. C'est vrai, Luc? Plus je chante bien. Ça part la musique. Le visage et son image se révélant dans ton visage qui m'insuffle ce message, le même et l'autre. Ton regard sur mon regard, c'est beau. Et ton visage me caresse, le même et l'autre, le même aime l'autre. Masculin et tendre. Ah, c'est Lévinas pour de vrai. Le féminin dans la demeure. Quoi qu'on dise les genders, le même et l'autre, évidemment. Ah, merde. Quoi, le même et l'autre, dis-moi que le même aime l'autre et l'autre est forcé d'aimer d'un émoi parfois simulé. C'est Derrida. Eh bien, Luc-Étienne, bravo pour la patience. Bravo d'avoir essayé, mais vous avez perdu 5 points. Ah merde, je savais. Eh oui. Et nous reprenons donc ce superbe, magnifique, incroyable Dialectron avec la prochaine question. Alors, pour la prochaine question... Moi, je joue plus. Trouvez le début de cette citation. De ville en ville. Oui. Nous voyageons. Quand oui, c'est juste. Mais non. Ah, mais revois tes références, Luc. Ah. Premier indice, Jacques Demy. Deuxième citation. Et je connais sa voix. Oui. Son nom est familier. Vous gagnez tous les deux un point. Ouais, allez. Ouais. Vas-y, rajoute ça. Ok. Troisième citation. Prochain indice, Michel Legrand. Des filles romantiques. Elle a cette beauté. Ah ouais, mais il a pas buzzé aussi. Vous avez pas. C'est vrai, j'ai ouais. pas. Moi, non, mais on lui laisse. Vous avez tous les deux un point parce que vous êtes. Au moins, vous essayez, pas comme Luc-Étienne. Ouais. Voilà, c'était la chanson de Maxence des Demoiselles de Rochefort. Nous passons maintenant à la prochaine question du public. Oui. Alors attention, il faut encore faire un effort, hein. C'est une question dialectique. Alors, la réponse, c'est très pas important le que le dialectron reste dialectique. En fait, je me demandais si le xénoxénisme était une comédie musicale. Non. C'est la fausse réponse.
Je donne une autre chance à qui veut répondre à la vraie réponse. Ouais. Oui. Carrément. Ouais, carrément. Ok. Cette réponse est acceptée. Ok. Non. J'avais prévu oui en puissance, mais vous ne l'avez pas compris. Ah bah non. Ah oui. Il fallait nous dire avant. Et ouais, c'est ça. Donc maintenant, une comédie musicale est-elle un bon outil didactique? Oui. Oui, pourquoi? En puissance. Ouais. Alors pourquoi? Parce que quand on chante, on est bien. On lui met un point. La vraie réponse, Ça peut c'est être que récursif. parce que les gens apprennent par cœur. Ah. Prochaine question, attention. Le xénoxénisme est-il un paradigme à même de rééduquer les êtres humains? Ouais. En puissance. Mais non, c'est méchant, rééduquer les êtres humains. C'est bien. Non, rééduquer. Il faudrait une vraie réponse en fait. Oui. C'est pas un paradigme. Vous avez tous les deux faux. Ah non. Enfin, quoi que Luc Etienne, il a presque juste. La vraie réponse c'était non, pas en l'état. Ah. Prochaine question. Les Néandertaliens étaient-ils misogynes? Non. C'est juste. J'allais dire pareil. Yann, t'as le droit de jouer. Vous avez le droit de jouer. Yann. Les femelles néandertales n'étaient pas exclues des tâches dites viriles, comme la chasse. Nous avons notre prochaine question du public. Attention, prochaine question. Oui. Est-ce que les Néandertaliens savaient nager? Non. Ok. Non. Pourquoi? Mais sinon, ils auraient pas inventé le surf. Exact. Allez. Il gagne 4 points. 4 points. Non mais. Vraiment. Voilà. Maintenant, c'est la prochaine. La prochaine question, c'est le prochain couplet. C'est Marion qui va être le prochain cobaye. Ah oui. Le prochain couplet de La Bossa Lévinassienne. Ah, c'est là qu'il faut. Oui. L'ontologie est bien l'éthique. L'éthique est-elle l'éthique? Le même et l'autre, le même et l'autre. Nudité dans tes lunettes, dans leur monture une devinette. Et ton divin est mon prophète. Le même et l'autre, le même et l'autre. Vois le même et l'autre, dis-moi que le même aime l'autre et l'autre est forcé d'aimer d'un émoi parfois simulé. Non, c'est fou. Bravo. Là, vous avez carrément gagné des points. Vous avez inventé une nouvelle prosodie et vous avez décalé complètement le texte et c'était oui, encore mieux et que c'était- la vraie chanson. C'est super. Ah, moi je vais pleurer. Et je crois que c'est votre tour en fait de faire un peu de karaoké. Yann. Ah oui, d'accord. Directement comme ça. Ouais, je. Bon, mais ok. Le beau est nu, le nu est beau, le roi est nu, le nu est roi, le beau est roi, le roi est beau, le même est l'autre, le même est l'autre. N'étant rien, je rêve de tout, la totalité me rend fou. Je crois que je donne tout, l'autre n'est que le même est l'autre. Mais grâce au bon génie que tu nommes philosophie, je reviens à mes études et retrouve le Talmud. Et l'autre, dis-moi que le même est l'autre, et l'autre est forcé d'aimer d'un émoi, parfois simulé. Il reste encore une strophe de... Mais c'était très Moi, bien. Je crois qu'il a gagné quelques points quand même. Ah bah c'est Ouais, clair, c'est lui c'était qui l'a très quand même le mieux fait. Ouais, c'est vrai. Il a Et chanté puis- les notes. Et puis comme Luc Etienne est d'accord, il a le droit à un point aussi. Ah oui. Ouais.
Je pense qu'on pourrait remettre Luc Etienne. Luc Etienne, pas vous dans avez le presque transfert. 0. Vas-y, on le remet à Z. Ouais, on le remet à Z. D'accord, aussi. d'accord. Ça ferait Je peux tout gagner d'un coup. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est ce jeu. Alors maintenant, on va chanter la dernière strophe ensemble. Hein. Très bien. Bien sûr. Parce que c'est trop. Avec tout le monde. Avec tout le monde. Tout le monde chante. Tout le monde. C'est parti. Tout le monde. Ouais. Faut nous dire quand c'est le début, quand même. La lectrice est un lecteur. Le lecteur n'est pas lectrice. La liseuse n'est pas genrée. Le même est l'autre, le même est l'autre. Ta nature pour ma nature. Théophanie naturelle. Ravi dans ton air rebelle. Le même est l'autre, le même est l'autre. C'était magnifique. J'ai beaucoup adoré. J'ai beaucoup adoré. C'était plus que ce que je m'attendais, quoi. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie. La dernière partie commence avec le dernier télé-shopping. Oh, c'est beau, un homme qui cuisine. Et en chantant, ma chérie. Au fait, tu sais que la cuisine et la salle de bain, ce sont des pièces à vivre, mais aussi des œuvres d'art. Allô, voici la radio. La barquette de 350 grammes, alimentation 100% végétale, minérale et vitamines, 11,43 € le kilo. À tous ceux qui adorent la nature, mais qui détestent les moustiques qui piquent, les guêpes qui piquent, les abeilles qui piquent, les aroutas qui piquent. Allez vous faire foutre. Oui, allô Gnozo. Oui, allô Gnozo. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends et vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors vous allez nous présenter cette dernière partie de télé-shopping. La dernière séquence de ce magnifique télé-shopping incroyable et absolument inoubliable, c'est notre prochain numéro. Sur l'écran s'affiche le numéro que vous devrez appeler. Il est très facile à se rappeler grâce à une méthode itérative inoubliable. Vous appuyez 0, puis vous appuyez 6, puis vous répétez l'action 4 fois supplémentaire. En appelant ce numéro, vous aurez au bout du fil le plombier le plus fantastique de la Terre. Il s'agit de Quentin, le plombier sympa. Il est fantastique, il est magnifique, il est incroyable. Bar mitzvah, mariage, il fera tout pour vous. Ce plombier est le plus inoubliable des plombiers. Appelez tout de suite au 06 itératif 4 fois plus. Merci, Gnozo. Merci. Hein. Quelle différence y a-t-il entre ces deux filets de lieu noir? Une grande. Bon, alors on arrive à peu près vers la fin et c'est notre dernière conversation. Alors, on va faire une cloque de 3 minutes. 3 minutes. Alors, est-ce que vous connaissez un peu l'infini? Très peu. Un petit peu. Est-ce que vous avez conscience des distinctions conceptuelles entre l'infini d'Aristote, de Galilée, de... Conscience, hein, pas connaissance. Chez Aristote, dans l'Antiquité, l'infini, pour faire court, c'est la taille de l'univers. Donc, vous voyez, c'est l'univers, c'est la Terre et les globes qu'il y a autour. Donc, voilà. Et sinon, l'infini, c'est ce qui se divise à l'infini, mais c'est pas cool, parce que, voilà. Pas mal. Vous avez compris? Pas du tout. Ah, d'accord. Est-ce que ça veut dire l'infini, il n'est pas fini? Il n'est pas fini. Il n'est pas infini. Non, il est non dénombrable, mais il n'est pas positivement infini. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour comparer des séries infinies? Alors, Galilée a une super technique pour ça. Imaginez que vous êtes dans une salle de bal et qu'il y a des hommes et des femmes, et à la place de les compter pour savoir s'il y a plus, enfin, si l'infinité d'hommes est plus grande que l'infinité de femmes, il suffit de leur demander de danser. Et ensuite, ils se mettent ensemble et ils dansent et on n'a plus qu'à compter ceux qui n'y sont pas. Est-ce que vous validez cette chose hyper genrée et qui a l'air un peu bizarre? Pour comparer les infinis? Ouais. C'est pas xénoxéniste, mais moi je valide Galilée d'une manière générale. C'est pas validé par les genders, mais je trouve que c'est une bonne façon d'illustrer quand même. Ah ouais, donc en fait, dans la vie, on a deux possibilités, quoi. On est un homme ou une femme, c'est tout, quoi. Non, pas forcément. Ah ouais, parce que c'est ça qui dit Galilée. Hein. Alors, non, Galilée, il dit pas ça. Galilée, il dit dans une salle de bal, il y a des hommes et des femmes.
Ok. Et les travestis, ça compte pour quoi? Bah, ça dépend les vêtements. Et les queers? Ça dépend les vêtements. Et les intersexes? C'est sous les vêtements. Ouais, bah, je sais pas, dans la salle de bal, il fait pas une fonction sexuelle, il fait une fonction infinie. Ok, j'en ai une encore pire. Les Grecs, à l'Antiquité, pensaient que les nombres pairs étaient féminins, que les nombres impairs étaient masculins et que les nombres premiers étaient des Divin. gros machos. Ouais. Donc ils les aimaient bien, quoi. Ouais, mais je pense que c'est différent que l'analogie de Galilée. Ah ouais? Bah, en fait, elle a juste une vertu pédagogique qui nous permet de comprendre. Après, sur la valorisation des nombres pairs, parce qu'ils ont un en plus comme leur pénis en plus. Moi, Bon, 7, bah- j'ai toujours Ah non, trouvé non, qu'il non. était féminin. Ah ouais? Ouais. Pour mais de vrai. ils ont pas un en plus? Bah, Ils auraient un en plus. c'est les impairs. C'est Ils ont un pas- pair plus 1. Mais c'est pas juste impair plus 1, puisque les impairs parfois sont divisibles, comme 9. Hein? Oui, mais c'est bien 8 plus 1, 9. Pardon. Non, mais c'est pas un premier. Du coup, ça marche pas ta définition du. Mais tu parlais des nombres. Vous parliez, cher Gnozo, excusez-moi. Attends, on la refait? Ouais. Merde. Répondre oui. Oui. Gnozo. Voilà. Oui, Gnozo. Non. Bon. Mais. Ok, alors pour ouvrir sur une note un peu plus guillerette, est-ce que vous pensez qu'on peut être empathique avec une machine? Quand elle marche pas, ouais. Empathique, on a dit. Empathique. Antipathique. Oui. Oui. Mais on a tort de le faire, mais on le fait. Ah ouais? Bah ouais, avec une voiture. T'as mal? On l'a fait? Ouais. Faudrait un massage limbique. Ouais. Ok, je crois que ça va nulle part. Est-ce que notre cerveau est une machine? Le modèle de l'ordinateur et des machines, avec des processus indépendants les uns et les autres, comme la PNL y joue à le faire, c'est un modèle fécond, on peut dire. Moi, ça me fait pas rêver, je pense que le cerveau, c'est pas une machine, mais c'est un modèle fécond d'imaginer qu'il a des processus qui ressemblent à ceux d'une machine, qu'il a des automatismes et qui répond. Il se trouve qu'un gars comme, si j'ai bien compris, Damasio, il dirait pas du tout dans l'erreur de Descartes. Mais moi, je trouve ça super intéressant. D'accord, super. On va passer à notre dernière partie. La dernière partie, c'est des questions et vous devez répondre vite. Alors, on a une cloque de 1 minute. Ça nous donnera probablement suffisamment de temps pour faire de la merde. Attention, 1, 2, 3. Est-ce que les chats contrôlent le monde? Alors, moi, je comprends pas la question. Est-ce que vous connaissez la toxoplasmose? La manip des chats? Le truc, quand on est enceinte, on doit faire attention? Ouais, voilà, parce que ça C'est met ça. un parasite dans ta tête qui aime les chats, en fait. Ah bon, c'est ça les C'est ça. symptômes? C'est ça. Ok. Alors, est-ce que les chats contrôlent le monde? C'est ça la question. D'accord. Alors, est-ce que. Bah, en fait, ils nous obligent à nous faire. À Changer bouffer. les caisses. Ouais, à pas bouffer plein de trucs quand les femmes sont enceintes. Donc, ouais, et d'une certaine façon, ils contrôlent le monde. Ouais, on est d'accord. Ouais, hein. ils contrôlent Ouais. les ventres, c'est ça. Ouais, C'est vraiment une contrainte ouais. sur les ventres et les utérus. Et je trouve ça vraiment scandaleux. Et dans la rue, là, quand on est venu, il y a un monsieur qui disait que c'était mal de nourrir les chats au Whiskas. Il y a un panneau dans Montpellier. Mais ça, C'était Sheba. Ouais, Sheba, ouais. Et ben, ça, c'était un résistant. Ça, là, vous en tenez un, faut aller le chercher. hein. D'accord. Ou une madame, je sais pas qui a fait. Oui, mais d'accord, mais on est d'accord que quand même, il y a un proverbe turc qui dit en gros que les chiens prennent les humains pour des dieux. Stop. Et pas les chats. Les chiens prennent les humains pour des dieux. Et et prennent ouais, pas ils les sont chats pour des fidèles, dieux. quoi. Ils sont fidèles, quoi. Enfin, Bah ouais, mais c'est peut-être pour ça qu'ils pourraient nous contrôler plus facilement, en fait. je sais pas moi. Parce que s'ils nous adorent pas, il y a quand même un vrai risque. Ouais. Mm. Le public est un présent invité à venir voir l'apéro Ah. sur scène. Et On a on des balance le générique. Allez. Ouais. Mais moi, je vote que les chats, ils dominent pas le monde, mais on m'a pas dit. Ouais, mais franchement, quand t'es enceinte et que t'es pas immunisée contre la toxoplasmose, T'as alors peur. ce qui n'était pas mon cas, tu te sens vraiment contrôlé par les chats, en fait. Et du coup, tu voyais pas les chats. Attends, viens, on va. Bah non, mais parce que t'es obligé de faire un peu attention, enfin, c'est relou, quoi. Je crois qu'on a oublié les verres. Ah oui, c'est ça. hein. Il y a de l'eau, il y a des Ça bouteilles tombe d'eau. mal. Tout était là, prêt pour vous, de l'eau. Ah ouais, moi je veux bien On a du l'équilibre. Ricard, on a un cubi de bain qui est ouvert, on a aussi des bretzels, mais les bretzels ça va vous rendre un petit peu la tête sèche. Alors je vous suggère de regarder au centre de l'image et après de regarder un peu à oui. droite, à gauche. Mais plus vous regardez longtemps au centre de l'image, plus en gros
d'informations neurolinguistiques. Et bien plus vous le faites, et puis à la fin, plus c'est super quoi. Parce que quand vous regarderez après à côté, vous verrez la vérité. Allez,